En lisant un livre d'histoire, est-ce qu'on s'est déjà posé la question, mais pourquoi les temps des verbes changent tout le temps? Eh bien, ce n'est pas du tout un hasard. Aujourd'hui, on va justement ouvrir la boîte à outils de l'historien pour comprendre comment chaque temps verbal est choisi pour construire un récit puissant et super précis. Voilà, c'est la question de départ. On pourrait se dire, après tout, c'est du passé, donc on met tout au passé, et puis c'est réglé. Mais en réalité, c'est bien plus subtil que ça. Chaque temps a une mission, un rôle bien défini dans la narration. Et c'est ça, la clé de tout. Il faut oublier un instant les règles de grammaire qu'on a apprises à l'école et voir les temps comme des outils spécialisés. Un marteau pour frapper fort, un pinceau pour le décor. L'historien, lui, choisit très intentionnellement le bon outil au bon moment. Allez, on commence par les fondations, les bases du récit. Dans quasiment tous les textes historiques, on retrouve deux outils fondamentaux. Ils ont des rôles bien distincts, presque opposés en fait. Alors, le premier, le passé simple. Lui, c'est le marteau de l'historien. Il sert à planter les clous du récit, c'est-à-dire les actions principales, bien délimitées, successives, celles qui font avancer l'histoire. C'est la colonne vertébrale en quelque sorte. Pensez à une chronologie pure. Ceci arriva, puis cela, puis cela. Regardons cet exemple, c'est très clair. Commença, organisa, attaquèrent. On voit parfaitement la séquence des événements, l'un après l'autre. Chaque verbe est comme un coup de marteau qui construit la frise chronologique. C'est le squelette de l'action. Et maintenant, son partenaire indispensable, l'imparfait. Si le passé simple est le marteau, alors l'imparfait, c'est le pinceau. Lui, il ne fait pas avancer l'action. Non, son rôle, c'est de peindre le décor, de décrire le contexte, l'atmosphère, bref, tout ce qui était en train de se passer, tout ce qui durait. Ici, avec souffrait ou était surveillé, il n'y a pas d'action soudaine. Pas du tout. L'historien nous plonge dans une ambiance, nous montre un état de fait qui s'étale dans le temps. C'est la toile de fond, celle sur laquelle l'action principale, au passé simple, va pouvoir éclater. On a donc une opposition très nette. Le passé simple raconte ce qui est arrivé à un moment précis, tandis que l'imparfait décrit ce qui se passait en continu. L'un, c'est le moteur de l'histoire, l'autre, c'est le paysage qui défile. Ok, maintenant, allons un peu plus loin. L'historien ne se contente pas de suivre une ligne droite. Il a aussi le pouvoir de jouer avec le temps. Il peut faire un flashback ou au contraire anticiper ce qui va arriver. Et tout ça depuis un point précis du passé. Et pour ça, bien sûr, il a d'autres outils. Voici le premier de ces outils, le plus que parfait. C'est tout simplement le rétroviseur du récit. Quand l'histoire principale est au passé, cet outil permet de jeter un coup d'œil en arrière pour parler d'une action qui s'était déroulée encore avant. Le mécanisme est assez simple à voir ici. L'action principale, c'est « il se révolta » au passé simple. Mais pour qu'on comprenne bien pourquoi il se révolta, l'historien regarde dans son rétroviseur. Ah oui, parce qu'avant ça, il avait subi des injustices. C'est un flashback essentiel qui donne tout son sens à l'action présente du récit. Et à l'inverse, pour regarder vers l'avant, l'historien a un télescope, le conditionnel. Depuis son point d'ancrage dans le passé, il peut annoncer ce qui allait se produire plus tard. C'est ce qu'on appelle le futur dans le passé. Quand l'historien écrit « marquerait », il nous place au moment même de la bataille. Et de là, il regarde vers l'avenir. L'avenir de ce moment-là. Pour nous, qui lisons le texte, 1962, c'est évidemment le passé. Mais du point de vue du récit, c'est le futur. C'est un outil très puissant pour souligner l'importance capitale d'un événement. Passons maintenant à des outils un peu plus stylés. On pourrait les comparer aux effets spéciaux au cinéma. Ils ne sont pas toujours obligatoires, mais quand un historien les utilise, c'est pour créer un impact bien particulier. Voici le présent de narration. Imaginez un projecteur qui s'allume d'un coup sur une scène de théâtre. C'est exactement ça. Toute l'histoire se déroule dans le passé, et puis paf, l'auteur bascule au présent pour rendre une scène plus vivante, plus immédiate, comme si on y était. On sent tout de suite le changement d'énergie, n'est-ce pas ? En disant « commence » et « se mobilise », l'historien nous sort de la distance confortable du passé pour nous plonger en plein cœur de l'action, là, maintenant. C'est une technique super efficace pour dynamiser un récit. Et enfin, le passé composé. Lui, c'est un outil un peu à part. On peut le voir comme un pont. D'un côté, il relie un événement passé à ses conséquences, celles qui durent encore aujourd'hui. Et de l'autre, il sert aussi à expliquer des faits de manière plus directe, moins littéraire. L'emploi de à laisser ou à causer, ça insiste vraiment sur le résultat, sur la trace qui est encore visible de nos jours. L'événement n'est pas juste terminé, classé dans le passé. Non, ses conséquences sont encore là. Le pont entre hier et aujourd'hui est bien là. Parfait. Maintenant qu'on a vu tous les outils, le mieux, c'est de regarder comment un historien les combine, comment il jongle avec, dans un même paragraphe, pour créer un récit qui soit à la fois fluide et plein de sens. Juste avant de se lancer, un tout petit récapitulatif pour avoir les idées claires. Passé simple, les actions.
Imparfait, le contexte. Plus que parfait, ce qui s'est passé avant. Conditionnel, ce qui se passera après. Présent, pour être au cœur de l'action. Et passé composé, pour faire le lien avec notre présent. Ok, on a tout en tête. Alors comment ça commence? Le texte débute avec un regard dans le rétroviseur. Avait subi. C'est notre plus que parfait. Il pose le contexte lointain, l'antériorité. Juste après, l'auteur sort son pinceau, vivait. C'est l'imparfait, qui vient peindre le décor juste avant que l'action ne démarre. Et là, attention, changement de rythme. L'historien saisit son marteau. Comment ça? Attaquer. 2 coups de passé simples, bien nets, pour planter les actions clés du récit, celles qui font tout basculer. On est clairement passé du décor à l'événement lui-même. Et pour conclure, l'auteur sort son télescope. Depuis le point de vue de la lutte de 1954, il regarde vers le futur et nous dit où tout ça allait mener, avec le conditionnel conduirait. Le récit est bouclé. On a son avance, son pendant et son après. La prochaine fois qu'on lira un texte d'histoire, il faudra vraiment faire attention à ces changements de temps. Ce ne sont jamais des détails, ce n'est jamais un hasard. C'est en fait le langage caché de l'historien, sa façon de nous guider, de nous dire où regarder et ce qui est vraiment important. La vraie question maintenant, c'est qu'est-ce qu'on découvre en lisant entre les lignes du temps ?